Bonjour à tous et à toutes les amis, et nous nous retrouvons pour une nouvelle émission d'Auteur à Auteur. Et aujourd'hui, je suis ravie de retrouver les deux comparses, Laurent-Jacques Costa et donc Philippe Ferrer, qui ont eu la gentillesse de répondre oui à mon invitation pour parler de leur deuxième livre, puisqu'on avait eu la chance de les avoir pour leur premier livre. Bonjour Philippe et bonjour Laurent-Jacques et bienvenue dans mon émission. Bonjour Patricia, c'est un grand plaisir pour nous aussi. Oui. Ah, merci. Alors, c'est vrai que Alors, je ne vous ai pas trop présenté, mais on vous connaît tellement, Philippe. Tu es le poète, tu es l'artiste. Si, tu es un musicien d'origine. Tu as créé la chaîne. On ne vous demande pas d'y croire qui a pété les niveaux des… Combien aujourd'hui? Plus de… Je suis à 100, bientôt 123 000 abonnés. 123 000, voilà, des 100 000 qu'on avait d'ailleurs fêté l'année dernière. Et toi, Laurent-Jacques, tu es plutôt le scientifique, celui qui réfléchit, qui essaye de comprendre les choses. Et en même temps, vous êtes super complémentaires. Ouais, je vois que Laurent-Jacques fait un peu la grimace. Je réfléchis, on est super complémentaires. Oui, j'ai peut-être pas dit les choses comme il faudrait, mais vous avez compris. Il réfléchit tout autant, c'est pour ça qu'on est complémentaires. Oui, mais pas de la même manière, peut-être, si. Ah bah non, c'est clair. Oui, il a Philippe moins pose été des formaté. questions. Voilà, et toi, tu as beaucoup plus été formaté. Et donc, le premier livre était plutôt, parce qu'on ne vous demande pas d'y croire, la retraduction des témoignages des personnes que tu as rencontrées, toi, Philippe, et Laurent-Jacques, qui découvraient ce monde-là. On va discuter un peu de vos différents points de vue et comment les choses se sont ajustées. Et puis, toi, Laurent-Jacques, qui s'est dit, bon, le scientifique, on doit pouvoir expliquer les choses une fois qu'on s'est débarrassé un petit peu des formatages. Et donc, voilà votre deuxième livre. Je l'ai en main, mais je vais aussi afficher la couverture. Le scientifique face à l'invisible. Alors, donc, cette rencontre incroyable entre tous les deux, est-ce que vous avez envie de nous en dire quelques mots ou est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans cette fabuleuse rencontre qui pouvait paraître improbable? Bah oui, on s'est rencontrés en 2021, hein, donc c'était, comme tu dis, c'était une rencontre assez improbable. Laurent-Jacques, il était dans ses… parce que Laurent-Jacques est auteur, évidemment, il était auteur et auteur de documentaires, et il avait comme idée de faire un documentaire sur les expériences de mort imminente, mais sous le côté scientifique, voilà, peut-être pour mettre le point sur ce que le cerveau a d'extraordinaire. C'était un petit peu ça. Non, disons faire le tri. Faire le tri, voilà. Il n'était pas du tout dans la spiritualité. Voilà, il voulait expliquer ça de façon scientifique. Et un ami commun, Cyril, qui est aussi sur la chaîne, hein, qu'on voit souvent quand on fait l'émission Merci, on vous écoute. Il a dit à Laurent-Jacques, je connais un type, il a les cheveux bleus. Il m'avait caché qu'il avait les cheveux bleus. Il a une chaîne YouTube qui avait à l'époque, je sais pas moi, 60 000 abonnés ou 40 000, je sais pas. 40 000. 40 000, voilà. Et qui connaît beaucoup de monde qui ont fait des expériences de mort imminente. Et tu peux peut-être le contacter parce qu'il va peut-être te rencarder sur des personnes et tu pourras les interviewer. Et c'est là qu'on s'est rencontrés à la Paillote en plein été, donc en maillot de bain, avec une bière à la main. Et je suis arrivé à la Paillote, il était déjà installé avec sa bière qui était déjà bien entamée. Et là, on a commencé à discuter. On a de suite matché. Moi, j'ai aimé son ouverture, très sceptique, mais une ouverture quand même. Et je sais qu'il me questionnait beaucoup. Et puis, en fait, on ne s'est plus jamais quitté, quoi. C'était c'était écrit. Oui, et qu'est-ce qui t'a donné envie, justement, Laurent-Jacques, de plonger dans ce monde qui n'était pas du tout le tien initialement, de plonger dans ce monde de l'invisible, des trucs un peu bizarroïdes pour un scientifique comme toi? Qu'est-ce qui t'a donné envie, finalement, d'aller l'explorer, ce monde-là? La curiosité. La curiosité. En fait, très vite, j'ai eu pas mal de témoignages, plus barrés les uns que les autres, mais avec beaucoup de sincérité et des explications qui m'interpellaient.
voilà, je l'ai trouvé à la fois pas rationnel et quelque part rationnel, ou en tout cas une certaine logique. En tout cas, pour les personnes qui témoignaient, ce qu'ils me disaient avait l'air logique, même si ce n'était pas une logique telle que je l'avais apprise. Et c'est vrai que dans ces témoignages, dans ces récits, il y a beaucoup de choses qui interpellent. Lorsqu'on est un petit peu... lorsqu'on vraiment on s'interroge sans épouser un dogme, lorsqu'on vraiment on s'interroge au fond de soi, on ne peut pas écarter du revers de la main tous les témoignages. Ce n'est pas possible. Donc, du coup, j'ai commencé à en considérer. Et quand on fait ça, on tire une ficelle et voilà, la pelote, elle arrive. On ouvre la boîte. On ouvre la boîte, oui. Voilà. Oui, surtout que toi, Laurent Jacques, tu as un doctorat en archéologie, donc tu as l'habitude de prendre des sujets, de les étudier selon une méthodologie donnée, et je suppose que la démarche empirique, c'est-à-dire le nombre de témoignages qui sont amenés avec des points communs, a quand même une valeur quelque part. Exactement, parce qu'avant de faire archéologie, j'ai fait ethnologie. Et effectivement, ethnologie, sociologie, c'est vraiment en fait, c'est de la science. Alors, c'est pas de la science mathématique ou physique, mais c'est de la vraie science où l'outil qu'on utilise, c'est donc l'observation. On recueille des témoignages, on observe des situations et on en observe beaucoup, on recueille beaucoup de témoignages, on élimine à la marge ce qui n'est pas cohérent et on constitue justement un corpus cohérent sur lequel on va travailler. Donc ça, c'est la méthode scientifique en sociologie, en ethnologie, partout où il y a l'enquête en fait. Et donc, oui, pour moi, lorsque tout de suite, il y a eu la multiplication des témoignages qui se croisaient, le réflexe a été de leur accorder une certaine valeur. On est bien d'accord. Je pars du principe que les gens, il y a toujours des mythos, mais ce n'est pas la majorité. Les gens, lorsqu'ils évoquent des choses, ils ont l'air sincères et pour eux, ils y croient. Déjà, c'est une donnée. La question alors, c'est pourquoi eux, ils y croient. Voilà. Et ça, c'est une démarche scientifique. Et puis voilà. Et après, j'ai découvert les gens, j'ai découvert les cœurs, j'ai découvert des histoires. Et tout ça m'a amené à de plus en plus prendre en considération et à chercher du coup vraiment à m'interroger, me dire là il y a quelque chose qu'on m'a pas expliqué, que j'entends, qui m'a pas l'air si barré que ça tout compte fait, et voilà, et donc du coup j'étais excité comme un enfant. C'est ça. Et lui aussi. Et surtout que l'idée de la vie après la mort ou de toutes ces expériences, elle n'est pas récente. On a quand même on retrouve dans les sépultures, on retrouve des cérémonies, on retrouve des choses qui pouvaient quand même dire quelque part qu'il existe quelque chose, même si à une certaine époque, on ne pouvait pas le prouver. Je te vois faire un peu la moue, Laurent Jacques. Au départ, pour être honnête, voilà, au départ, je pensais que c'était des croyances. Pour être honnête, je suis pas. Quand j'ai rencontré Philippe, je ne crois pas en Dieu. Aujourd'hui, je ne dirais pas que je crois en Dieu, mais j'ai quand même beaucoup évolué, d'accord. Mais j'ai une forme de croyance. À l'époque, j'avais vraiment un déni de la religion et de la croyance en général. Et je pensais même, au contraire, que la science, dans ma tête, j'opposais la science à tout au monde invisible. Moi, j'ai failli dire métaphysique ou ésotérisme, enfin, on donne le nom qu'on veut. Donc, je les opposais. Et c'est vrai que... Donc, après, j'étais curieux, et même, c'est peut-être ma formation d'ethnologue, j'étais curieux pour comprendre les motivations des uns des autres. J'étais curieux de comprendre leur univers. Ça me passionne. Mais il a raison de dire que j'y allais quand même sous un certain angle et avec un peu à reculons. En tout cas, voilà, je disais, bon. En essayant de dépister l'erreur ou de dépister le truc qui ne serait pas aligné ou pas vraiment? Non, mais en étant sceptique. En étant sceptique, tout simplement. Non, parce que j'ai eu des gens comme Vanina. Les questions que tu posais étaient orientées quand même, sur ce que toi tu pensais au départ. Donc, chaque fois, tu essayais quand même de la titiller
Tu parles de Vanina? Vanina, Oui. je parle de Vanina. C'était le premier entretien qu'il a fait avec quelqu'un qui avait fait une expérience de mort imminente. Donc, ces questions étaient très, très orientées, mais du côté, je n'y crois pas, mais explique-moi. Vas-y, essaie de me convaincre. C'est ça. Parce que pour un scientifique qui vient vraiment, qui ne croit pas, qu'est-ce qui fait que le récit, qu'est-ce qui fait qu'il pourrait être vrai et que ce ne soit pas le produit je ne dirais pas d'une hallucination, mais d'un rêve ou de quelque chose, voilà, d'inventé à un moment donné par le cerveau. Donc voilà, c'était ce genre de questions et j'avais besoin de preuves. Mais en fait, c'est drôle parce que le besoin de preuves, c'est quelque chose que je rencontre autour de moi, y compris dans des gens qui sont convaincus, y compris des médiums. Lorsque aujourd'hui, bon, maintenant, c'est bon, depuis 3 ans, un peu plus, j'ai bien intégré, j'ai plein d'amis qui ont des perceptions. Donc, je suis plus du tout j'ai plus du tout la même réaction. Mais néanmoins, je me suis rendu compte que eux aussi, ils aiment bien comprendre, il leur faut quand même les mécanismes, qu'est-ce qui fait qu'eux, ils ont des perceptions, pourquoi eux, pas un autre, voilà, comment ça se produit, comment ça se matérialise concrètement. C'est des questions qui les intéressent aussi, en fait. Mais est-ce que ça, c'est pas lié à notre éducation assez occidentalisée qui fait qu'on a formaté finalement notre mental à vouloir tout comprendre, alors que dans d'autres endroits du monde, il n'y a pas du tout ces questions qui se posent et ils sont plutôt des expériences. Philippe, toi, tu as une idée là-dessus avant que Laurent Jacques il donne son point de vue? Moi, j'ai toujours... je suis pas asiatique, je suis pas... je suis pas... voilà, je me suis toujours posé des questions. Peu importe, moi j'avais quand même... mes parents, ma grand-mère était très... pas pieuse, mais bon, elle était vraiment... elle allait à l'église, elle était... J'ai baigné là-dedans, mais moi, même quand j'étais au catéchisme, je me posais des questions, mais qui n'étaient pas du tout religieuses. Donc la culture, évidemment, elle a joué, notre culture, pour nos croyances. Mais moi, je me posais des questions et je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas quelque chose d'autre, de différent. Ce côté dogmatique m'a toujours un peu embêté quand même. Ouais, même quand je faisais le catéchisme, je ne comprenais pas qu'on nous dise qu'il y ait le bien, le mal, qu'un Dieu, il soit qu'un Dieu punisseur ou un Dieu qui va féliciter les gens pour aller au paradis. Enfin, tout ça, ça m'a toujours gêné. Donc, j'avais toujours dans l'idée, l'idée qu'il y avait autre chose. Donc, je m'y intéressais un petit peu, mais sans, évidemment, moi, c'était la musique à l'époque. Donc, la culture, elle joue, mais pas tant que ça, en fait. Je pense que chacun peut se faire ses propres opinions. Est-ce que tu crois, toi, à tout ce que les gens qui viennent sur ta chaîne te racontent? Alors, croire, c'est pas le mot que j'emploierais. Croire, non. J'écoute leur sincérité et je me fais ma propre opinion. Il y a des choses que je crois, évidemment, beaucoup de choses que je crois. Il y a beaucoup de choses qui me font avancer aussi spirituellement, parce que dans ma vie courante, je vais toujours prendre une petite parcelle de ce qu'a dit un tel ou un tel, et je me fais ma propre opinion. C'est comme ça que j'avance, moi. Et puis, j'ai énormément avancé depuis que je fais ma chaîne. Tu te rends compte, j'ai fait plus de 600 interviews, j'en suis presque, je sais pas, 650, je n'ai pas compté, mais bon. Et des gens formidables qui tous m'apportent quelque chose. Mais voilà, mais je ne prends pas tout comme argent comptant, pas du tout. Mais ça, c'est mon problème et c'est ma façon de faire ma chaîne. Je ne donne pas mon avis quand j'interviewe les gens. Je ne suis pas là pour les contrer. J'écoute ce qu'ils ont à dire et au contraire, allez-y, convainquez-moi. Ça se dit ça? Comment on dit? Essayez de me convaincre. Essayez de me convaincre. C'est plus facile, oui. Ouais. En sachant que l'un et l'autre, je trouve le thème commun, c'est que vous avez la notion de curiosité. Vous amenez cette curiosité, quelles que soient les idées ou les points de vue que vous pouvez vous être forgés. Mais d'après vous, qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut passer d'une croyance en quelque chose à une connaissance dans cette même chose? Parce que c'est là où il va y avoir des grandes différences. Moi, je veux dire que c'est l'expérience qui fait ça.
qui fait ce passage-là. À partir du moment où on vit des choses extraordinaires, où on vit des choses qui ne laissent aucune place au hasard et qui ont, où on se dit c'est peut-être l'invisible, ou comment ça peut être possible, des choses qu'on ne comprend pas. À partir du moment où on les vit vraiment, là on peut basculer. Si on ne les vit pas, à lire dans les livres, ça c'est de la croyance. Voilà. Alors, ouais, après, on peut structurer aussi sa pensée. C'est-à-dire que moi, j'aime bien la démarche de Philippe, et c'est normal, et c'est aussi la mienne, c'est de ne pas prendre pour argent comptant, de se faire sa propre opinion. Je dis souvent qu'il n'existe pas de chemin, que le chemin, il est personnel, qu'il est intime, que chacun a son chemin. Et dans la spiritualité, c'est très vrai. C'est Bouddha qui l'enseignait. Voilà. Et il n'y a pas une méthode, il n'y a pas des choses à faire ou à ne pas faire. C'est vraiment personnel. Chacun doit trouver sa voie. C'est Lao Tzu qui l'a dit. Non, Bouddha l'a dit. Enfin, en tout cas, dans Tintin, il y en a plusieurs. Il faut trouver sa voie. De toute façon, ils sont tous liés et ils reprennent tous des anciens textes. Mais voilà, donc ça, c'est quelque chose d'important déjà à dire. C'est important aussi que les gens fassent attention parce que les dogmes ne se fabriquent pas que dans la science, pas que dans l'Église, le New Age, etc. Il y a beaucoup de choses qui deviennent dogmatiques et donc la croyance, voilà, c'est là où la croyance, c'est de croire sans se poser de questions. La connaissance, c'est lorsque on se pose des questions, on chemine et effectivement on transforme la croyance en quelque chose qui sort de soi-même en fait, qui est intégré et qui est, c'est-à-dire on absorbe et on retranscrit selon son propre alignement. Là, on est dans de la connaissance, pour moi. Et alors pour vous, chacun d'entre vous, quelle a été justement l'expérience la plus incroyable ou flagrante qui a fait que vous avez fait ce switch de croyance à connaissance? Alors moi, j'étais déjà quelqu'un qui s'intéressait déjà beaucoup à ça, mais quand ma femme est décédée en 2014, les médiums, tout est venu à moi sans que je le demande, vraiment. Et peut-être la première chose, moi, qui m'a fait switcher, c'était que quand ma femme est décédée, il y a une médium qui est venue me voir le jour de l'enterrement et qui m'a dit ta femme est partie dans la lumière. Une dame que je ne connaissais pas, hein, est partie dans la lumière et elle est partie et très énervée. Et elle m'a parlé de libellule. Moi, libellule, ça ne voulait rien dire, libellule. Et quand, une semaine après, je voulais garder un souvenir parce que moi, j'avais tout changé chez moi. Je ne voulais pas garder je voulais repartir vraiment de zéro. Donc, repartir de zéro, ça voulait dire pas de souvenir, rien. Et je voulais quand même garder un petit souvenir de ma femme. Voilà. Et j'ai demandé à cette médium, qu'est-ce que je pourrais garder? Elle me dit, écoute, je ne sais pas, elle me parle de libellule. Donc, et puis là, en fouillant, en jetant, en donnant, j'ouvre un tiroir et là, je vois un petit cadre avec une photo de ma femme quand elle avait 14 ans et autour de libellules. Et là, je me suis dit, ah ouais, d'accord, là j'y crois, ça y est. Là, c'était tellement vrai parce que vraiment, libellule, pour moi, ça voulait absolument rien dire. Et puis après, j'ai eu énormément de synchronicités plus énormes les unes que les autres qui ont fait que j'avais l'impression d'être guidé, peut-être guidé jusqu'à la création de la chaîne, jusqu'en 2019. Et voilà quoi. Donc, je ne pouvais pas laisser de place au doute. Pour moi, c'était même mon entourage se mettait à être dans la spiritualité. Ma cousine Germaine se mettait à faire d'écriture automatique, mon cousin aussi. Enfin, c'est des gens très proches en qui je croyais. Je savais que ce n'était pas des mythos. Et voilà. Donc, c'était un ensemble de choses qui m'ont guidé. Voilà, moi, c'était ça. C'était ça, ok. Depuis que je te fréquente, mon ami, il est arrivé plein de choses. Oui. Il est arrivé plein de choses. Il y a des choses qu'on a vues de l'extérieur, mais qu'on a assisté quand même notamment à des médiumnités en salle, vraiment à des choses très, 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 très surprenantes et très convaincantes, d'une part, des témoignages incroyables. Et puis, il nous est arrivé des choses aussi à nous. Et à moi aussi. Et donc,
Tu parles de guide, oui, c'est comme si effectivement, à partir du moment où j'avais accepté de prendre ce chemin, beaucoup de choses étaient venues éclairer ce chemin et m'amener beaucoup plus loin, me prendre par la main. Donc j'ai du mal à dégager un événement. C'est une succession d'événements et c'est pas fini en fait. C'est-à-dire que comme il y a toujours une partie de moi qui freine un peu, qui est réticente, mais je la garde parce que c'est important. Ce doute-là, il est constructif. C'est pas un doute C'est ce qui bloquant. permet nos discussions aussi. Voilà. Et ben du coup, on me laisse un peu, mariner dans mon jus. Puis de temps en temps, pof, on me prend par la main et on m'emmène un peu plus loin avec des choses qui sont très folles. J'ai écrit un ouvrage qui n'est pas encore publié, mais où je reprends l'histoire de la libellule parce qu'il y a des suites qui sont complètement folles. Il y a plein de choses, donc synchronicité et autres, comme si effectivement l'univers voulait nous emmener un petit peu plus loin et tester à la fois notre sincérité, tester, nous mettre un peu à l'épreuve de nos croyances et puis nous aider aussi. Voilà. Et c'est sur quoi, Laurent Jacques, que tu tiens à ce jour garder un doute ou des doutes? C'est sur quel sujet particulièrement? Alors, je ne doute pas de la capacité de certains médiums à vraiment obtenir de l'information concernant un défunt. Ça, je l'ai vu des dizaines de fois avec des témoignages, des choses incroyables, avec des médiums qui revivaient complètement des scènes d'accident, des circonstances, des choses qu'on ne peut pas deviner. On est très loin du mentalisme. Donc vraiment, je ne peux pas mettre en doute leur capacité à avoir accès à l'information. Après, on peut se poser la question, où est l'information? Où est-ce qu'ils vont la chercher? D'accord. Voilà. Ça, c'est toujours mon esprit scientifique, c'est-à-dire, OK, oui. Ça, on valide. Après, on ouvre le tiroir, on ne valide pas forcément ce qui est derrière. Au niveau des guérisseurs également, il y a des choses qui sont validées, j'en parle. Il y a d'autres expériences en cours. Il y a des choses où, voilà, la validation, elle n'est pas encore totale, mais au contraire, c'est super. C'est super. Oui, ce que je comprends, c'est qu'en fait, tu ne remets pas en cause ce qui se manifeste ou ce qui s'exprime au travers d'individus, mais par contre, tu te questionnes sur à quel endroit est-ce que ces informations se situent. Est-ce que c'est vraiment parce qu'il y a une communication avec quelqu'un ou est-ce que ça serait dans une grande bibliothèque que l'info serait mise? Enfin, tu laisses ouvert toute cette partie-là. Les grandes questions. On va même aller plus loin, puisqu'on va même oser aller plus loin, mais ça, c'est important justement d'ouvrir les champs des possibles et de ne pas vouloir se raccrocher à un dogme, à une croyance. On peut aussi imaginer une hypersensibilité qui ferait qu'il choperait l'information dans l'aura de la personne qui est en face. Tu vois ce que je veux dire? Donc des choses, voilà, on peut... Et après, le but de la science, c'est justement d'étaler tout le champ des possibles et puis de pas à pas barrer ce qui ne correspond pas en réalité à l'observation, à ce que voilà. Et donc en mettant à l'épreuve les champs des possibles, eh ben on le rétrécit. C'est-à-dire qu'il y a des hypothèses comme celle que je viens de formuler, ben, en fin de compte, on se dit non, ça ne tient pas la route parce que ça et ça. Donc on l'élimine et c'est comme ça qu'on avance. Qu'est-ce qui survit aussi? Ça, c'est une grande question qu'on se pose parce que ça, c'est vraiment une question qui est au centre de nos discussions à tous les deux en ce moment. Moi, j'ai la chance d'avoir été... réincarné? Non, j'ai la chance d'avoir... je suis marié avec une Asiatique bouddhiste depuis des années et je ne m'intéressais pas du tout à ça. Mais l'univers m'a mis en chemin, m'a présenté, m'a amené à voir des communautés de moines bouddhistes et des bouddhistes de la forêt en Thaïlande et au Laos. Et donc, j'ai beaucoup discuté avec eux. Et ils ont une vision qui est assez éloignée de la nôtre lorsqu'il s'agit, par exemple, de réincarnation ou de survie de l'âme.
C'est-à-dire que nous, en Occident, on est très marqué par la religion chrétienne et qui dérive de l'Égypte et tout ça. Et donc, on imagine presque, je caricature, hein, mais certains, en tout cas, qui nous écoutent, imaginent peut-être qu'on serait habité de l'âme et que l'âme aurait une entité elle-même, serait une entité elle-même à part entière. Or, le bouddhisme va me dire non, pas du tout. L'entité n'existe pas. Et l'âme, c'est pas ça. L'âme, c'est un flux de conscience qui est relié à d'autres flux de conscience, mais il n'est pas une entité. Donc, tu vois, il y a des questions qui sont fondamentales. C'est là où on n'est pas tout à fait d'accord tous les deux. Et voilà. Et du coup, quand tu écoutes ça, tu te dis, oui, mais alors qu'est-ce qui survit? Qu'est-ce qui survit? Où je place ma personnalité? Où je place ce sentiment d'exister? Où je place ma mémoire? Ce que j'ai vécu, tu vois, voilà. Donc, c'est le genre de questions et c'est très intéressant. Oui, ça c'est sûr. Et en même temps, peut-on avoir une vision tous de la même chose? Ça veut dire qu'il y aurait quelque chose d'unique qui existerait, ou est-ce qu'il y aurait plusieurs possibilités? Alors, je sais que c'est difficile de donner une réponse là-dessus, mais votre point de vue à ce jour, en sachant que j'ai bien compris, et même quand on lit votre deuxième livre par rapport au premier, il y a déjà des évolutions. Où est-ce que vous en êtes dans cette idée-là? Vision unique qui existe au-delà de nous, multiples visions, donc différentes possibilités. Et on a avancé. Mais... On a avancé. Alors moi, j'ai peut-être mon ego qui prend le dessus. J'avoue, hein, j'ai une vision auquel j'ai envie de croire. C'est quand même que l'âme, justement, est une entité. Que là, on n'est peut-être pas tout à fait d'accord. Non, c'est là qu'on n'est pas d'accord, voilà. mais c'est pas grave. Pour moi, l'âme est une entité puisque j'ai connu des expériences avec des médiums qui m'ont prouvé quand même que j'avais une personne vraiment en face de moi. Dans l'au-delà, mais en face de moi. Donc, moi, ça me conforte. Et puis, j'ai vu beaucoup de médiumnité en salle où c'était assez incroyable, des détails tellement incroyables et tellement précis que même la télépathie, déjà qui est extraordinaire, même la télépathie ne pouvait pas être, ça ne pouvait pas être de la télépathie parce que la personne ne le savait même pas. Enfin, des choses qui sont très, voilà, cette information, elle venait vraiment d'une personne, d'une entité pas physique, mais d'une entité qui pensait, qui avait une personnalité. Souvent, même la personnalité, on a l'impression, alors certains disent qu'ils revêtent un costume de leur personnalité avant qu'ils décèdent. Mais voilà, en tout cas, ils la revêtent quand même, ils revêtent ce costume et on a l'impression de leur parler comme ils étaient avant leur décès. Certains ont beaucoup d'ego, certains ont des grands cœurs, certains ont des choses qu'ils n'ont pas finies et ils s'en plaignent. Certains ont même peuvent être même assez violents même dans ce qu'ils disent, dans tout ce que j'ai vécu moi en médiumnité avec des personnes. Évidemment, je ne suis pas médium, mais tout ce que j'ai vu et des choses très vraies avec des détails incroyables. Donc moi, ça me conforte dans cette idée-là. Ça me va très bien, hein. Voilà, et ça me rassure parce que j'ai envie de continuer. J'ai envie d'une évolution. Moi aussi, j'ai envie que ma vie ici-bas, elle serve à quelque chose. Et comme si j'ai envie que ça soit comme une espèce d'école qui permettrait aussi même si on n'a pas exactement toute notre personnalité quand on revient, mais quand même qu'il y ait quelque chose quelque chose qui est servi, qu'on reparte et qu'on soit encore meilleur ou peut-être qu'on repartirait avec d'autres choses à accomplir qu'on n'a pas accompli la vie précédente. Voilà, ça c'est moi. C'est ton idée là où tu en es aujourd'hui. Ouais, j'en suis là. Et mais je comprends Laurent Jacques, qui a un point de vue un peu différent. Oui. Oui. Disons que c'est pas validé pour moi. Ça, c'est pas validé. Ouais. Voilà. Et ce que disent les moines que tu as écouté, c'est validé. Voilà, pour lui, c'est non, validé. Mais ça m'a beaucoup interpellé parce qu'on a beaucoup discuté. Je trouve que leur vision, elle est à prendre en considération. Je ne dis pas qu'ils ont raison, d'accord, mais je trouve que c'est intéressant en tout cas d'essayer justement de changer de point de vue, d'adopter le leur et de voir un petit peu dans la confrontation ce qui résonne le plus. Voilà, même si on ne peut pas trancher. En tout cas, ils ont une vision qui est très intéressante.
Mais où effectivement, il réfute l'idée d'une entité construite parce qu'ils partent du principe que l'univers est lui-même une somme d'interactions. Qu'en fait, il nie l'existence d'un Dieu qui serait extérieur. On est bien d'accord. C'est ça leur idée. C'est que en fait, le tout n'existe que parce que chaque partie est en interaction. Le tout, c'est la somme de toutes les parties en interaction. C'est ça, leur idée. Et donc, du coup, nous-mêmes, puisqu'en fait, c'est comme des poupées russes, nous-mêmes, nous sommes l'interaction de flux. Alors, ces flux, ce sont des vies parallèles ou antérieures, ce sont effectivement des mémoires, voilà, mais que notre personnalité, ma personnalité d'aujourd'hui, donc c'est quand même un lien, tu vois, il y a un lien entre les incarnations. Il parle aussi de karma, mais c'est vraiment l'interaction en fait de toutes ces choses-là qui donne naissance. La manifestation, c'est vraiment, alors on a discuté à un moment donné, c'est des flux de conscience en fait, des flux de conscience qui, au contact de l'espace et du temps, se manifestent. Et nous, on est la manifestation, tu vois. C'est ça, cette idée. Et je la trouve intéressante. Voilà. C'est vrai que quand on commence à étudier tous ces sujets, justement, avec des populations différentes, il y a des axes qui viennent, qui peuvent être complémentaires ou pas, et qui nous ouvrent de nouvelles possibilités. Et je trouve que, comme vous, c'est passionnant d'aller dans l'écoute des témoignages tels que tu le fais, Philippe, par ta chaîne, et puis Laurent Jacques, vos discussions pour essayer de faire évoluer ces compréhensions. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans votre livre, justement, qui dit, bah voilà, le scientifique face à l'invisible? Qu'est-ce qu'on va y trouver? Donnez-moi deux, trois petites idées là qui vont donner envie aux gens d'investir. Alors, ce qu'il faut comprendre, je pense que ce qui est le plus important et ce qu'on a vraiment essayé de faire, c'est de montrer… Déjà, il faut, en fait, avant d'apprendre, il faut désapprendre. Il y a des choses qu'on nous a inculquées et qui ne sont pas très bien fondées. D'accord ? C'est une belle histoire qu'on nous a racontée. On nous a raconté une belle histoire, la création de l'univers, la création de la vie sur Terre, l'évolution de la vie. Ce sont des sujets fondamentaux parce qu'ils déterminent notre manière de penser le monde et notre manière de se situer dans ce monde. Et pourtant, on n'y réfléchit pas parce qu'on nous a appris un truc et on croit on l'a pris pour argent comptant. Or, vraiment, ce livre reprend les grandes bases et dit pourquoi le modèle du Big Bang, pourquoi le modèle de la création de la vie sur Terre, pourquoi le darwinisme, l'évolution, etc. Quels sont les éléments vrais, comment sont bâties les hypothèses et tout ce qui ne rentre pas dans l'hypothèse. Et en faisant ça, on se rend compte que l'hypothèse, elle n'est pas si bien fondée que ça, et que du coup, parce qu'en fait, l'hypothèse, elle empêche, et ça, c'est presque une volonté, l'hypothèse, elle empêche l'existence de Dieu, elle empêche l'existence de flux énergétiques conscients dans l'univers, elle est vraiment centrée sur la matière. Et on nous a enseigné que la matière était première, et que tout dérivait de la matière. Et ça, ce n'est pas prouvé. Et même, je pense que c'est totalement faux. Et j'en suis aujourd'hui convaincu que c'est faux. Et donc, en reprenant les bases et en montrant justement avec plein d'expériences qui vont illustrer le fait que ça ne marche pas comme ça, eh ben, on se rend compte que ce qu'on sait, en fait, ce n'est pas grand-chose, que c'est une belle histoire, mais que ce n'est pas grand-chose, que cette histoire, elle n'est pas forcément vraie, qu'elle n'est pas juste. Et du coup, ce qu'on propose, c'est de reprendre la belle histoire, mais d'y réintégrer des données qui sont aujourd'hui métaphysiques, ésotérisme, et que les scientifiques refusent de regarder, mais qui sont des données vraies, dans la mesure où elles sont étayées, elles sont vraiment étayées. Elles sont étayées par les sciences, elles sont étayées par des milliers de témoignages, donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut négliger. Voilà. Et du coup… je l'ai déjà dit
quand j'étais étudiant, on me disait, voilà, la théorie, et puis il y a le contre-exemple qui confirme la règle. Et ça marche quand le contre-exemple, il est tout petit. Ça ne marche plus quand le contre-exemple, il devient énorme et qu'il y en a plein. Et sur tous ces sujets, mais il y a plus de contre-exemples aujourd'hui que d'exemples qui valident. Donc, non, la création de l'univers, c'est pas comme ça. L'univers même tel qu'on le conçoit, c'est pas comme on nous l'a expliqué. Le temps, c'est pas comme on nous l'a expliqué. La conscience, c'est pas le produit du cerveau, non. Non. Il y a peut-être des pensées qui sont, et encore, moi, je commence à vraiment me demander si le cerveau produit de la pensée. Voilà, on en est là. Donc, c'est intéressant de reprendre tout ça et d'y mettre ces paramètres-là et de réfléchir. Après, donc ça, c'est le contenu scientifique. Après, le livre, tu as vu, il est écrit comme une aventure parce que j'adore écrire. Et donc, c'est notre aventure tous les deux. On part, on découvre des choses, il nous arrive ça et on s'interroge. Et puis, voilà, et c'est écrit comme ça. Oui, c'est facile à lire, même si on n'a pas une fibre formée côté scientifique. Donc ça, c'est vu de ton côté, Laurent Jacques, et toi, vu de ton côté, Philippe, qu'est-ce que tu voudrais mettre en avant moi, je voudrais mettre en avant surtout l'écriture de Laurent Jacques qui a su mettre à la hauteur qui s'est mis au niveau des personnes comme moi qui n'y connaissent pas grand-chose en sciences, qui s'intéressent quand même. Et quand je prendrai l'exemple simplement des explications sur la physique quantique, je sais qu'au départ, il avait il y avait au moins 4-5 pages, ou même plus, une dizaine de pages quand il faisait une explication. Et puis, je lui ai dit non, là, ça va être compliqué à comprendre. Et il a réduit ça à 3-4 pages. Et à chaque fois qu'il donnait une explication, il trouvait les mots justes pour que tout le monde comprenne. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Et j'en ai lu des livres. Hein, et je trouvais que l'exercice, il avait réussi à merveille. Et puis, évidemment, toute cette aventure qu'on vit, on s'aperçoit qu'on a voulu aussi mettre en avant notre complémentarité. La complémentarité de celui qui avait un petit peu d'avance au niveau de, entre guillemets, la spiritualité, et Laurent Jacques, le scientifique, qui avait des doutes. Donc, c'est notre aventure. Laurent Jacques, toujours pour expliquer les choses, cherche le côté scientifique. Et en cherchant des fois le côté scientifique, il s'aperçoit que justement, il y a des anomalies et tout qui vont plus peut-être prouver. On ne veut pas dire c'est comme ça ou comme ça. On pose des questions aussi, hein, mais qui vont plus dans un sens où, justement, comme il disait, peut-être que le cerveau, la conscience n'est pas le produit du cerveau, etc., etc. Mais il donne vraiment des exemples qui sont démontrés et qui peuvent nous faire peut-être, en lisant ce livre, si on est un peu sceptique. D'ailleurs, ce livre, il s'adresse beaucoup aux sceptiques aussi. Je pense que ça serait bien que ces sceptiques, justement, lisent ce livre parce que Laurent Jacques, il s'est mis dans la condition où comme il était avant. Et ce chemin qu'il a fait, justement, il a tout écrit pour pouvoir passer de l'autre côté. Il a toujours des doutes, genre Laurent Jacques, mais quand même, maintenant, on a quand même des sujets de discussion où on peut être d'accord. Hein. Oui, puis vous pouvez aller un peu plus loin. Moi, ce que je trouvais sympa dans le livre, il y a des citations, déjà, je trouve, qui sont extrêmement bien choisies et qui en elles-mêmes amènent déjà une réflexion. Par exemple, un titre de chapitre, Rêverie au son des vagues. Alors là, ça y est, ça nous emmène. Et là, c'est le côté un peu de votre histoire. Et puis, il y a les intermèdes. Alors là, on est plus dans ce que tu ramènes, voilà, le scientifique, etc. Mais c'est un livre, vraiment, on ne s'ennuie pas. Et je suis d'accord, on comprend bien le parcours finalement que Laurent Jacques a dû faire alors qu'il était complètement fermé à tout ça, que ça n'a pas dû être évident, même avec tes proches, avec la famille, etc. Et c'est vrai, je te rejoins, Philippe, pour dire si on est un peu sceptique ou on s'interroge, vous n'avez pas la prétention de dire c'est ça la vérité ou c'est ça qui existe, mais c'est le côté vraiment, interrogeons-nous
soyons curieux de la vie, on fait sa propre opinion, et puis une opinion, elle est toujours à même d'évoluer au fur et à mesure qu'on avance. C'est une démarche scientifique, en fait. Une démarche scientifique, c'est ça. C'est si on commence à se mettre des barrières dogmatiques, on ne va pas avancer, quoi, on va tourner en rond. Si on ouvre un petit peu, c'est là où on va découvrir des choses extraordinaires. Tous les scientifiques, toutes les grandes découvertes ont été faites parce qu'il y a eu une erreur à un moment, où il y a eu quelque chose qui est apparu peut-être en rêve ou je ne sais pas, qui viennent quelque part, une discussion, et puis d'un coup, ting, il y a un éclair qui arrive et on trouve la solution. Ça n'arrive pas qu'en restant en boucle avec un dogme et à continuer sinon on va trouver toujours les mêmes choses et puis on va jamais avancer. Ça n'arrive jamais en étudiant. C'est un truc de fou, mais en fait, le chercheur, il passe énormément de temps devant son ordinateur, sur son bureau, à chercher, et lorsqu'il va trouver, ça ne sera pas devant son bureau. Ça sera en prenant un train, ça sera en faisant ses courses, ça sera en discutant ou en buvant un coup avec un ami. C'est à ce moment-là que le type... Et c'est jamais à son bureau. En se prenant une pomme sur la tête. Ça, c'est la légende. Mais c'est important, ça veut dire, parce que ça veut vraiment dire ça, en fait. C'est qu'il faut se déconnecter, il faut lâcher. Mais même dans la vie, il faut lâcher. Et c'est là que les choses arrivent. Et c'est là que c'est dur aussi. Et c'est là que c'est dur, oui, voilà. En tout cas, messieurs... C'est pas évident. Ouais, merci beaucoup. On arrive à la fin de notre émission. Alors, c'est pas pour en discuter, mais juste pour alimenter un peu et donner l'envie. Tu nous as parlé du syndrome de Galilée. J'ai adoré toute cette partie-là, mais je n'en dis pas plus. On va laisser du suspect. Allez découvrir tout ce qui s'est passé avec Galilée et autour, et vous allez découvrir des choses intéressantes si vous en avez envie. Alors, je vais vous laisser le mot de la fin avant qu'on dise au revoir à nos amis. Qu'est-ce que vous auriez envie de partager? J'aime toujours demander un mot de la fin qui peut être un mot porteur d'espoir, d'évolution, de joie, d'amour. Je vous laisse la parole. Je commence? Vas-y. Déjà, je voudrais dire merci, Patricia. Merci de nous avoir permis de nous exprimer sur notre livre, qui est un petit peu notre deuxième bébé. Donc, merci beaucoup. Et puis, autre chose que je voulais dire simplement, c'est soyez ouverts, que vous soyez sceptique ou que vous soyez complètement convaincu de l'invisible. Faut être ouvert, mais ne pas s'enfermer d'un côté ou de l'autre dans des dogmes et toujours écouter son cœur et se renseigner, toujours se renseigner sur quelque chose qui nous parle, quelque chose qui nous parle pas. Tout n'est pas blanc ou tout noir. C'est pas c'est pas comme ça la vie. Enfin, c'est comme moi je l'ai comprise, pardon. Donc soyons ouverts et ne croyons pas tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on nous enseigne, mais écoutons toujours tout et faisons-nous notre propre opinion. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je vais rebondir sur ce que tu as dit. C'est bien. Bon, pas mal. Non, parce qu'en fait, c'est au-delà, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris depuis que je connais Philippe, depuis que j'ai commencé ce chemin, c'est qu'au fond de nous, on sait ce qui est juste, mais souvent on se l'interdit. On a des tas de raisons de s'enfermer. Et toi, tu parlais de dogme, mais même dans la vie de tous les jours, de s'enfermer dans des situations qui ne nous correspondent pas. On a 1000 raisons, on a 1000 peurs, parce que ce sont des peurs qui font qu'on s'enferme et qu'on accepte ce qu'on ne devrait pas accepter. Moi, j'ai appris, depuis que je chemine avec Philippe, à écouter, à m'écouter et à me faire confiance. C'est très, très dur. Et c'est un travail de tous les jours. Et je ne dis pas que j'y arrive tous les jours, ce n'est pas vrai. Mais je me suis rendu compte que quand c'est juste, ça, je le sens. Je le sens, c'est la joie. Et notre corps il n'y a pas photo, pendule. Il n'y a pas photo avec le reste. Et donc, du coup, il faut vraiment que j'apprenne encore plus, mais j'ai déjà commencé à écarter ce qui ne me correspond pas, ce qui me bouffe. Voilà.
Mais ça, j'ai envie de le dire à tout le monde, c'est vraiment c'est quelque chose qui est très important. En tout cas, merci beaucoup. Ce sont des beaux messages d'espoir et je crois qu'on en a bien besoin dans ce monde en ce moment pour aller vers une évolution qui soit plus gracieuse, plus joyeuse, enfin bref, toutes ces caractéristiques qu'on aime bien. Donc, merci 10 000 fois à tous les deux, Philippe et Laurent Jacques, pour ce beau moment passé ensemble. Merci à vous tous et à vous toutes qui verrez cette émission, que ce soit en journée ou en soirée. Je vous souhaite et nous vous souhaitons un bon moment à passer avec nous et plein de gros bisous et à la prochaine fois. Ciao tout le monde. Ciao.